Denis Péchanski, historien et directeur de recherche émérite au CNRS. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va évoquer dans un premier temps avec vous la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Les Juifs arrêtés à ce moment-là, on entend beaucoup et bien sûr de témoignages encore hier d'Arlette Testeller qui nous donnait beaucoup de détails sur ce qui s'est passé dans ce vélodrome d'hiver. Mais avant que ça ait lieu, quand les Juifs sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils savent des camps? Qu'est-ce qu'il leur est dit quand ils sont arrêtés? Et quel est le discours public, politique à ce moment-là? À ce moment-là, on n'imagine pas que le processus de solution finale tel qu'on le connaît aujourd'hui, bien entendu, est vraiment connu de la majorité des Juifs de France et de beaucoup. Simplement, il y a eu une résistance juive en particulier, juive communiste, qui a participé à cette alerte de la population parce qu'ils ont été mis au courant par des policiers résistants de l'existence de cette rafle à venir. Mais fondamentalement, on ne peut pas dire qu'ils le savaient à ce moment-là. Oh, ils savaient. Alors si on reprend que savait Vichy, qui va jouer un rôle très important évidemment dans le processus, on peut pas dire qu'en juillet 42 il savait qu'il y avait un processus d'extermination de masse qui était engagé, comme il le saura fin août 1942, ou bien encore plus évidemment en janvier 1943. Mais en revanche, il se doute bien qu'en envoyant des familles à l'est dans des camps, la mort serait à courte ou moyenne échéance au rendez-vous. Justement, à ce moment-là, en 1942, à l'été 42, quel est le visage de la collaboration? Est-ce qu'elle est déjà très importante, entre guillemets? Est-ce qu'elle va s'accélérer? Et par quel mécanisme concret? Vous évoquiez la police, donc il y a bien sûr cette responsabilité de la police et de l'administration en 1942. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la collaboration des polices qui a été scellée par un accord entre Oberg, qui était le chef suprême des SS et de la police, côté allemand, pour la zone occupée, et Bousquet, qui était le secrétaire général à la police, auprès de Pierre Laval, donc quasiment le ministre de l'Intérieur, même si le titre était occupé par Pierre Laval, qui était lui en plus chef du gouvernement. Et donc on touche du doigt la responsabilité majeure du régime de Vichy, c'est d'avoir accepté la cogestion de la mise en œuvre de la solution finale. Vous évoquiez tout à l'heure la résistance juive. Est-ce que la résistance de façon générale, après dans les années qui ont suivi, vous estimez qu'il y a une tendance à glorifier cette figure du résistant et qui justement a pu être trompeuse par rapport à tous ces éléments collaborationnistes que vous évoquez? Non, je ne crois pas que ce soit trompeur. Je pense que cette résistance a joué un rôle très important. Mais ça ne doit pas oblitérer ce qui a été le choix de Vichy, le choix de la collaboration. Mais il faut comprendre, au milieu, ce qui se joue, c'est l'opinion. Quelle était l'opinion des Français face à cette situation? Or, l'été 1942 marque comme un moment de bascule vis-à-vis du sort des Juifs. C'est-à-dire que jusque-là, je dirais, l'antisémitisme était regardé comme non pas normal, mais pas très étonnant, et ne suscitait pas une grande sensibilité dans la majeure partie de l'opinion qui avait bien intégré le discours de Vichy sur la responsabilité des Juifs, des communistes, des étrangers, des francs-maçons, dans cette espèce de délitement de la société française depuis quasiment la Révolution française. Et ce discours-là avait bien imprégné les esprits. Donc il y avait globalement dominante de l'indifférence face à cet antisémitisme d'État qu'on connaissait avec bien sûr le fichier juif ou le statut des Juifs, mais vraiment l'été 1942 avec
le récit ou le spectacle des rafles et des déportations marque un tournant dans l'opinion qui, on le voit très bien dans les rapports de préfets, massivement condamne cette opération. Dans cette indifférence générale avant cette prise de conscience, est-ce qu'il y avait une place pour une parole intellectuelle? Est-ce que des intellectuels disaient autre chose? Est-ce que c'était entendu? Ça n'était pas suffisamment entendu, mais bien sûr qu'il y a eu des intellectuels qui sont exprimés, pas simplement des intellectuels, des personnalités, des protestants en particulier, et puis dans la résistance, soit déjà une résistance juive qui s'organisait, soit une résistance communiste, juive communiste, ou plus globalement la résistance communiste, et puis témoignages chrétiens. Enfin, on a dans la résistance vraiment l'expression très claire d'une condamnation des persécutions antisémites, même si ça n'est pas le cœur de leur action à ce moment-là. La responsabilité de la France dans cette rafle du Vélodrome d'hiver, elle a été reconnue en 1995 par Jacques Chirac. Est-ce que ce décalage, entre guillemets, ces dizaines d'années, elles sont longues, elles sont normales, entre guillemets, dans le processus de reconnaissance par l'État de la responsabilité de la France? Est-ce que ça a pu être le cas dans d'autres pays, par exemple? Non, mais elles sont longues, mais elles ne sont pas étonnantes. Là, ce que vous pointez, ça renvoie en fait à la façon dont était perçu le régime de Vichy au plus haut sommet de l'État. Et là, on a un phénomène générationnel qui est très frappant. Souvent, on oppose De Gaulle, Mitterrand dans le rapport à ces questions-là, mais en fait, ils ont la même logique. C'est qu'ils considèrent que Vichy, ce n'est pas la France. Par exemple, De Gaulle a toujours dit qu'il s'inscrivait dans la continuité de la République, donc en 1940. Il peut condamner ce qui a été fait sous Vichy, bien entendu, il l'a fait pendant la guerre et après-guerre, mais il ne va pas reconnaître la responsabilité de la France, alors que la France était lui, si je résume la question. Mais François Mitterrand, même s'il a eu un itinéraire qu'on sait plus complexe, il venait de l'extrême droite, il est ce que j'appelle un vichisto-résistant, mais François Mitterrand, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Robert Badinter, et Robert me disait, mais tu sais, quand on discutait de ça, François Mitterrand dit, mais au nom de quoi je vais condamner la France et la République, alors que la première victime du régime de Vichy, c'est la République. Donc on voit bien comment cette génération partageait et je parle évidemment pas de Robert Badinter, je parle de Mitterrand avec De Gaulle, partageait cette approche. Et c'est simplement avec Jacques Chirac, et au même moment, du côté gauche, avec Lionel Jospin, qu'on a résolument cette rupture au sommet de l'État, d'abord avec Jacques Chirac en 95, et puis dans le même esprit quand Lionel Jospin devient Premier ministre de Chirac en 97. Il y a une rupture générationnelle, très clairement. Ils n'ont pas connu la guerre, ou à la marge. Ils étaient beaucoup trop jeunes dans le cas de Chirac. Et c'est un point de rupture. Dans les discours hier à la commémoration organisée par le Mémorial de la Shoah, les rescapés, les survivants eux-mêmes évoquent le 7 octobre, que ça fasse écho de façon rationnelle ou pas, mais en tout cas, c'est là. Est-ce que après ce qui s'est passé le 7 octobre, l'enjeu, ça peut rester simplement, entre guillemets, de transmettre l'histoire? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut transmettre la mémoire, qu'il faut enseigner l'histoire et transmettre la mémoire de façon différente après ce drame-là? Il est clair que le massacre des terroristes le 7 octobre a réactivé la mémoire de la Shoah, bien entendu, et que c'est quand même le plus grand massacre depuis la Shoah. Donc c'est pas étonnant qu'on voit
on voit évoquer le lien. Mais je crois, et en fonction de la question que vous me posiez, et je crois effectivement que la clé, elle est dans l'éducation. La clé, elle est dans l'enseignement de l'histoire, qui évoque toujours, et plus qu'on ne dit souvent, qui évoque la Shoah, qui évoque la solution finale, mais il faut revenir à ce qui est le cœur de nos valeurs partagées, ces valeurs qui sont héritées de la Révolution française, de la République et des Lumières, la philosophie des Lumières, et puis la République laïque. C'est autour de ces valeurs-là qu'on doit refaire nation. Et c'est ça qui a été attaqué par les terroristes dans les attentats qu'on a connus en France. Et c'est évidemment ça qui fait écho quand on a vu ce qui s'est passé le 7 juillet dernier. Le 7 octobre dernier, pardon. Le dévoiement du terme de génocide, l'utilisation de la Shoah comme un élément d'antisémitisme, en disant ne faites pas en Israël ce qu'on vous a fait pendant la Shoah, ça a été largement commenté. Mais au-delà de cette nécessité que j'entends, et qu'on peut dire qu'on partage évidemment à faire nation, est-ce que vous voyez des clés concrètes de déconstruction de ces logiques qui... on a l'impression qu'elles ont pris, que la bataille des termes, elle est faite? Il est clair que, au niveau national, la responsabilité de LFI est absolument centrale. Avoir construit toute une campagne des Européennes autour de la question de Gaza et d'avoir réactivé comme écho un phénomène alors dramatique à l'échelle mondiale, c'est-à-dire l'utilisation, le dévoiement du concept de génocide à cette occasion. Là, ces responsabilités-là, nationales ou internationales, sont absolument dramatiques. Et donc, la contre-offensive passe aussi par l'éducation, passe par la réflexion sur les mots qu'on utilise, sur leur définition, pour qu'ils ne soient pas dévoyés pour des objectifs qui sont des objectifs politiques. Est-ce que vous avez observé, vécu des secousses dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche, en histoire notamment, après le 7 octobre ? Alors on a évidemment un contre-coup et cette thématique de la dénonciation d'Israël comme auteur de génocide et malheureusement reprise par un certain nombre de collègues, mais il faut aussi dire que on peut très bien avoir une attitude très critique vis-à-vis du gouvernement israélien, de Netanyahou, de la façon dont il gère, y compris ce qui se passe à Gaza. Ça relève, je dirais, d'une prise de position qu'on peut parfaitement entendre. Et puis, encore une fois, le dévoiement de concepts qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Bon, donc, je pense que cette position est assez facile à défendre et à tenir. Malheureusement, de ce que j'ai entendu, mais peut-être pas massivement, faut faire attention aussi de ce que je peux entendre de collègues ou d'étudiants, est quand même assez triste parce que c'est une remise en cause des fondements mêmes de la démarche scientifique historienne. Dernière question de Denis Péchanski. Sous une vidéo sur les réseaux sociaux, on voit Léon Levkovitch, rescapé d'Auschwitz, porter la flamme olympique en début de semaine entre le métro Bir Hakeim et le jardin mémorial des enfants du Veldiv. On peut lire, je cite, « Combien y a-t-il de survivants ? 6 millions. Pour des rescapés ayant vécu l'enfer, ils arrivent quand même à être presque centenaires. Se poser la question, est-il antisémite ? Ou encore, dans 40 ans, il y en aura encore. Le filon rapporte tellement. » Est-ce qu'on peut remettre de la vérité face à ces discours ?
Oui, ça c'est quand même assez simple et cette thématique-là est une thématique négationniste qui, comme vous le savez, a des décennies d'existence. Simplement, elle s'exprime maintenant par les réseaux sociaux et ça lui donne une audience d'autant plus importante que un certain nombre de prises de position politiques ont facilité ce développement du négationnisme, cette réactivation du négationnisme. Il suffit de prononcer les noms de Forisson et Dieudonné pour bien comprendre que c'est pas une histoire d'aujourd'hui, mais le combat doit être extrêmement ferme contre ces expressions-là, et comme c'est du négationnisme explicite, eh bien ça relève de la justice. Mais malheureusement, ça se développe beaucoup, et y compris quand il y a des condamnations par la justice, le mal a été fait. C'est pourquoi il est essentiel de mener le combat pour que, dans l'éducation, on dise les choses telles qu'elles sont, avec les outils, les mots tels qu'ils doivent être, et de raconter cette histoire. Et moi, je vous le dis personnellement, enfin c'était de le voir avec la flamme olympique, mais c'était à chialer, quoi. Enfin, c'était d'une charge émotionnelle extraordinaire. Une sorte de symbolique du passage du flambeau, quoi. Du symbolique de la transmission. C'est ça qu'il faut retenir. C'est la transmission. Et c'est ça qu'on retiendra, bien sûr. Merci beaucoup, Denis Péjanski, historien et directeur de recherche émérite au CNRS, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ. Bonne journée à vous. Merci à vous.